Bienvenue à cette nouvelle émission de la capsule divertissement, toujours en compagnie de Jocelyne Covier. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on s'en va on va aller découvrir les types de personnalités. Exactement, c'est un sujet qui concerne tout le monde parce que souvent autour de nous, on voit des gens avec des personnalités très, très différentes. Puis je me suis posé la question, ça vient d'où? C'est quoi les causes de ça? Et est-ce qu'il y a quelque chose, un consensus sur les différents types de personnalités? Ça va être peut-être en deuxième partie de la capsule, mais en première partie, je trouve intéressant d'expliquer un peu ça vient d'où, finalement, la personnalité. Avant de plonger là-dedans, on a parlé un peu des objets inusités, des attractions touristiques, des publicités. Qu'est-ce qui t'a fait aller vers... Là, on change de catégorie, on pourrait dire, là, de parler des personnalités. Là. On va un petit peu dans la psychologie. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Effectivement, c'est un hasard. J'ai tombé sur un article qui parlait justement des causes génétiques de la personnalité. Puis je me suis dit, c'est vrai qu'on parle beaucoup dans les capsules, on présente des images impressionnantes, mais il y a un volet peut-être plus sur l'aspect psychologique qui serait intéressant peut-être à aborder. Puis ça peut peut-être rejoindre d'autres personnes aussi à la maison. C'est que je trouvais que l'idée était intéressante. Un beau petit changement de sujet, en tout cas. Fait que, on va plonger là-dedans. Je te laisse aller. Donc, quand on parle de personnalité, on parle de deux choses, entre autres. Puis, premièrement, je vais spécifier tout de suite, il y a beaucoup de choses, c'est des théories, hein, c'est de la psychologie. Mais ce qu'on pense, bon, il y a un côté tempérament qui serait plutôt inné. Puis ça, on peut le voir, par exemple, il y a des parents qui vont dire, mon Dieu, moi, mon bébé est tellement facile. Et d'autres parents, ah, j'ai un bébé difficile, c'est pas simple. Donc, il y aurait un côté inné à notre personnalité. On parle du tempérament. Et il y aurait le côté caractère. Tu sais, on parle de quelqu'un qui a mauvais caractère. Donc, ça serait davantage acquis. Puis ça serait forgé par le temps, par l'environnement. D'ailleurs, on va en parler un peu plus loin. Puis je trouve ça intéressant parce que d'un côté, il y a la partie, on compare ça un petit peu à un iceberg. Donc, la partie submergée qui est plus stable, ça serait le tempérament. Comme on disait, c'est le côté plus inné. Ça veut pas dire que ça se modifie pas, là, mais disons qu'en général, c'est ce qu'on va voir chez les très jeunes enfants. Puis il y a la partie émergée de l'iceberg, qui est le caractère. Ça, c'est moins stable. Et vous allez voir, ça peut être modifié, surtout quand on est plus jeune, évidemment, mais ça peut être modifié tout au cours de la vie. Moi, je pensais que c'était quelque chose qui était... après 18 ans, la personnalité, c'est forgé, c'est comme ça. Mais vous allez voir que ça peut quand même être modifié. On pense quand même qu'à partir de peut-être 3 ans, on a une idée de la personnalité de l'enfant. Puis ceux qui ont des enfants, bon, moi, j'en ai pas, mais j'entends souvent des parents dire qu'il y a de très grandes différences entre leurs différents enfants, même s'ils sont élevés pareil, même s'ils ont un bagage génétique qui se ressemble beaucoup. Donc, vers 3 ans, on peut déjà avoir une petite idée. Par exemple, si un enfant est plus très extraverti, tourné vers le monde. Et cette personnalité-là va continuer de changer, si on veut, jusque vers 30 ans. À partir de 30 ans, là, c'est beaucoup plus stable. Ça peut être modifié, mais c'est plus des situations particulières. Donc, il y a des causes reliées à tout ça. Ça ressemble à quoi? En fait, j'ai eu une énorme surprise parce que quand on pense à la personnalité d'une personne, on pense beaucoup au milieu familial. Mais en fait, c'est un des facteurs qui compte le moins. OK, donc ce qui se passe dans la famille, ça n'a vraiment rien à voir, ou en tout cas très peu. Oui, ça a un impact, mais en fait, c'est pas le plus gros impact dans une personnalité. Et ça m'a surprise parce qu'on pense toujours la façon qu'on a été élevé, le cadre familial, ça modifie beaucoup la personnalité. Mais l'impact est pas si grand que ça. Ça a été ma première surprise. En fait, ce qui explique beaucoup la personnalité, ça va être beaucoup la génétique. On parle d'environ 45%. Et ça dépend des traits de personnalité aussi. Par exemple, le côté extraverti. Donc, tu as des gens qui sont plus extravertis, très sociables, ils vont vers les gens avec assurance. Tu as des gens plus introvertis qui vivent dans leur bulle, plus réservés.
Donc, ce côté-là extraverti, on parle de bagage génétique à 56%. Donc, la génétique expliquerait à 56% le fait qu'on est plus ou moins extraverti. Ça m'a beaucoup surprise, honnêtement, que ce soit quelque chose qui est vraiment ancré dans la génétique. Donc, le père ou le grand-père, on pourrait... Des fois, ça ressemble donc bien à ton grand-père tout d'un coup. Tu amènes un bon point, hein, parce que souvent, quand on voit un enfant, on va dire « Ah, tu tiens ça de ton père, tu tiens ça de ta mère, tu tiens ça de ton grand-père. » Donc, il y a un fond de vérité là-dedans, parce qu'il y a vraiment de la génétique. Mais évidemment, il y a d'autres causes. On parle de l'environnement non familial. Là, on parle, par exemple, les amis, l'école, les activités parascolaires. On parle de voyages ou des hasards de la vie. Donc, on rencontre toutes sortes de personnes, on vit toutes sortes de choses. Et ça expliquerait aussi grandement nos personnalités. Et on donne en exemple l'agréabilité. Comme le nom le dit, c'est le fait d'avoir une personnalité aimable, si on veut, agréable. Et on parle aussi du neuroticisme, on va en parler plus loin. C'est le fait d'être sensible aux émotions négatives, d'avoir peut-être un tempérament plus dans l'anxiété, la dépression. En tout cas, ce type de trait-là, ça dépend de l'environnement non familial à 49%. Donc, quand on parle que les événements de la vie, nos expériences de vie, le milieu scolaire, ça peut avoir un énorme impact sur la personnalité de la personne, parce qu'évidemment aussi la personne est jeune, relativement jeune. Donc, c'est à ce moment qu'on forme notre personnalité. Et je trouvais ça... ça va à l'encontre vraiment de ce que je pensais. Moi, je mettais le milieu familial vraiment en premier et la génétique en dernier. Mais c'est pas du tout ça que les études nous disent, donc c'est intéressant. C'est pas mal l'inverse. Oui. L'environnement familial, juste 4 à 15% pareil. Exactement, 4 à 15%, c'est pas tant que ça si on compare aux autres facteurs comme la génétique et l'environnement non familial. Donc oui, c'est sûr qu'un enfant qui va vivre dans un milieu familial très particulier, ça va avoir un impact. Mais c'est ça, comme tu le dis si bien, 4 à 15%, c'est pas beaucoup. Ensuite, le rang dans la fratrie. Ça, peut-être que les gens de familles nombreuses l'ont remarqué. Selon le rang, les personnalités peuvent être différentes. Et ça dépend, hein, c'est pas une loi immuable, là, mais on remarque dans certaines familles que, par exemple, l'aîné va peut-être avoir un caractère plus consciencieux dans le sens que l'aîné, souvent, on va lui dire « Ah, t'es le plus grand, t'es la plus grande, montre que t'es la plus mature ». Puis ça va lui donner un peu des responsabilités, puis il va peut-être avoir envie d'être très consciencieux, de faire bien les choses. Alors que, par exemple, le bébé de la famille, on dit que c'est des enfants parfois qui sont plus ouverts à l'expérience. C'est plus, des fois on va dire des petits clowns très curieux qui vont être un petit peu plus audacieux, essayer toutes sortes de choses. Donc, évidemment, c'est pas le cas pour toutes les familles, mais on a fait certaines études et on a remarqué certaines tendances par rapport au rang dans la famille. C'est quand même quelque chose d'intéressant, là. Puis ensuite, il vient les générations. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que on dit toujours que la génération actuelle a toujours du mal à dire de la génération suivante. Et c'est depuis que le monde est monde, hein, on trouve tellement que la nouvelle génération est comme ci, comme ça, pas assez ci, trop ça. Puis la nouvelle génération a dit de la vieille génération la même chose. Exactement. Donc, honnêtement, on a dit la même chose de l'ancienne génération. C'est toujours comme ça. Mais semble-t-il qu'il y a quand même certaines différences. Par exemple, on parle des nouvelles générations qui seraient plus extraverties parce qu'ils ont compris qu'en milieu de travail, aujourd'hui, c'est bon d'être plus... peut-être sociable, d'aller vers les gens, d'avoir plus d'assurance, etc. Si on pense aux anciennes générations de nos grands-parents, c'est souvent des gens qui vont occuper un emploi toute leur vie. Ils vont faire ce que le patron va leur dire, des gens beaucoup plus peut-être introvertis. Donc, semble-t-il, mais encore là, c'est des généralités, là, ça dépend des gens, mais semble-t-il qu'il y a quand même certaines tendances dans les générations que, effectivement, les générations sont différentes, mais ça reviendrait par cycle. Si c'est intéressant, ça serait intéressant de faire une capsule sur le sujet.
Donc, les générations auraient des personnalités différentes. Là, c'est vraiment plus des tendances. Là, Ensuite, vient le microbiote, mais ça, c'est quoi qu'on veut dire par là? Ben ça, il y a de plus en plus d'études sur le sujet. Le microbiote, c'est les micro-organismes qui tapissent notre système digestif. Et on réalise de plus en plus que ça interagit avec le cerveau, au point que certains microbiotes peuvent causer une dépression, contribuer à une dépression. C'est des études, évidemment. C'est un sujet d'étude assez nouveau, mais on fait des liens avec par exemple, certaines problématiques, comme je disais, la dépression, liées à nos intestins. Par exemple, si une personne a trop de tel micro-organisme, pas assez de diversité dans ces micro-organismes, c'est un domaine en plein essor. Et semble-t-il que ça aurait un impact sur nos personnalités aussi. Ça, je l'ai pas vu venir, honnêtement, là, ça m'a beaucoup surprise. Ouais, ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer nos comportements, par des facteurs là. Tu parles de génétique, microbiote, tout ça, là. Mais comme tu dis, c'est des nouveaux champs d'études, donc oui. Il y a énormément de découvertes. Je pense qu'on va continuer à faire des recherches. Et on a même regardé par rapport aux gens. Tu sais, on dit les hommes, c'est tel tempérament. Mais ça, ce qu'on remarque, c'est que ça dépend beaucoup de l'éducation et de la culture. Parce qu'on a tendance, un exemple, on va dire, disons les anciennes générations, on disait un homme, ça doit être fort, ça doit pas pleurer. Alors c'est sûr que ça a un impact sur la personnalité. Mais si tous les enfants étaient élevés de la même manière, est-ce qu'il y aurait tant de différences que ça? Donc ça, c'est des domaines d'études intéressants qui se fait à l'heure actuelle. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée d'être élevé tous de la même manière, étant donné que on a tous on est quand même tous différents aussi. Là. Bien, on a tous nos particularités, puis moi je pense que c'est intéressant aussi de le voir, non pas comme c'est mieux d'être comme ceci, comme ça, plus comme des forces. Des forces, et dans des milieux de travail, c'est bien qu'il y ait différentes personnalités parce que c'est complémentaire. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et je trouve ça intéressant de mettre l'accent sur différents traits, de voir que ça peut être très utile dans certains domaines. Et c'est sûr que, comme je disais, en général, à partir de 30 ans, notre personnalité va être plutôt stable. Mais il y a quand même des choses qui peuvent modifier, par exemple, des traumatismes. Donc, évidemment, si quelqu'un a un traumatisme, exemple, un traumatisme crânien, on a vu des cas de personnes très, très réservées qui sont devenues très extraverties, très vulgaires. Okay. Évidemment, c'est pas de leur faute. Et c'est très difficile pour l'entourage. On a aussi, évidemment, malheureusement, des enfants qui vivent des traumatismes. C'est la période la plus fragile parce qu'évidemment, l'enfant se développe. Et s'il a un traumatisme à cette époque-là, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Donc, la personnalité peut être modifiée quand même. Là. T'as parlé, quand tu parlais de traumatisme, t'as parlé de traumatisme crânien, mais il y a aussi les traumatismes... j'avais le mot, les traumatismes reliés à la sensibilité, pas la sensibilité, là, mais émotionnelle. Oui, traumatisme émotionnel. Exactement, tu amènes un bon point. Donc, surtout à cet âge-là, en plus. Exactement, tu amènes un bon point. Donc, par exemple, je vais faire un exemple concret. Un enfant qui se fait énormément intimider à l'école, ben, je peux même prendre mon exemple. Moi, j'étais un enfant à la base plus extraverti que je le suis aujourd'hui, parce qu'après des années d'intimidation, évidemment, ça a eu un impact sur ma personnalité, parce que c'était chronique, etc. Donc, les gens qui vivent des traumatismes, et j'étais jeune, j'étais à l'école quand je vivais cette intimidation. Donc, évidemment, ça peut avoir un impact. On peut voir des enfants complètement changer de personnalité. Et ça peut les amener aussi à se dire, je ne serai jamais la personne que j'aurais pu être. Mais bon, je veux dire, c'est les aléas de la vie. Hein. On est tous, on fait face à toutes sortes d'événements. Des fois, on n'en a pas conscience qui ont un gros impact. Et justement, parlant de l'évolution de la vie, il y a l'âge aussi. Semble-t-il qu'avec l'âge, notre personnalité change. Et on donnait un exemple que, en vieillissant, semble-t-il qu'on devient plus agréable, en général, et qu'on devient moins ouvert. Et c'est vrai que je l'ai remarqué, par exemple, au niveau des personnes âgées, la nouveauté, parfois, ça fait peur.
Peut-être qu'en vieillissant, on a moins la capacité de s'adapter, etc. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent... Et ça, c'est quelques facteurs, hein, mais il y en a d'autres. On pense même que la pollution peut modifier la personnalité. Ah ouais, ça, j'ai pas trop fouillé ce sujet-là, mais il y a énormément de facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a la culture. Dans certains pays, on donne par exemple en Asie des gens parfois plus réservés, où le civisme est beaucoup plus mis de l'avant, par exemple, des gens beaucoup plus peut-être timides, etc. Mais encore là, c'est des généralités. Là. Je veux dire, on peut pas appliquer ça à tout le monde. Donc, ça peut être la culture aussi, etc. Oui, la pollution, ça serait curieux qu'il y ait une étude entre Montréal et la Gaspésie. Effectivement, je me demande à quel point ça a un impact. Ça serait intéressant de fouiller le sujet. Maintenant, on passe, il y a les théories des 4 tempéraments, entre autres. Là. Effectivement. Bon, c'est bien de mentionner que c'est des théories parce que ça fait longtemps qu'on a toutes sortes de théories. On parle de la Grèce antique, on avait la théorie des 4 tempéraments et ça existe encore aujourd'hui. Sauf qu'avant, on avait des explications un petit peu plus douteuses, une histoire de bile et de... Mais aujourd'hui, on parle, peut-être que des gens vont se reconnaître à l'écran. Donc, les 4 tempéraments, il y aurait colérique. On parle de gens actifs, énergiques, impulsifs, leaders. Je te vois sourire parce que moi aussi, quand j'ai lu colérique, on a des gens en tête. Hein? On connaît des gens colériques. Bon. Sanguin, c'est des gens extravertis, sociables, joyeux, enthousiastes, qui profitent beaucoup de la vie. Les flegmatiques, c'est des gens généralement calmes, posés, patients, rationnels. Et les gens mélancoliques, sensibles, réfléchis, perfectionnistes et réservés. Je remarque que justement, tu faisais la remarque que pour colérique, là, dans le fond, le mot veut pas dire ou plutôt le mot vient représenter plutôt autre chose que ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire tout le temps en colère. Ça fait pas référence. Il y a aussi la colère. En fait, j'ai essayé il y avait beaucoup de particularités. J'ai essayé de mettre l'accent sur les trucs plus positifs. Parce que j'avais peur par exemple, justement, dans colérique, de mettre plus la colère et les autres tempéraments, plus mettre des choses plus positives. J'ai dit, je vais aller dans le positif. Parce que, et dans tous les, par exemple, dans le flegmatique, on disait, c'était des personnalités plus lentes dans le sens, qui ont une démarche très lente, etc. Et j'ai dit, je vais aller plus dans le positif. Mais vous pouvez avoir des explications beaucoup plus détaillées sur Internet de ces 4 tempéraments-là. Mais ça, c'est une des théories. Il y en a d'autres. Le Big Five en anglais. Exactement. La théorie océan, c'est les 5 grands traits, puis après, on subdivise en 30 facettes. On va juste voir les 5 grands traits. Peut-être que vous allez vous reconnaître ou des gens autour de vous. Donc, ce qui arrive, c'est que on aurait tous ces traits dans une certaine mesure, dans le sens que même la personne la plus introvertie peut avoir un peu d'extroversion dans certaines facettes de sa vie. Donc, c'est pas tant de dire qu'on est un de ces traits-là, plutôt de dire qu'on peut avoir une dominance de ce trait-là. Par exemple, l'ouverture à l'expérience. Donc, par exemple, ça va être des personnes plus curieuses, créatives, qui aiment la nouveauté, l'audace, les nouvelles expériences. Donc, si une personne a beaucoup de ce trait-là, ça va se sentir de cette manière-là. Le caractère consciencieux. Là, on parle de gens disciplinés, organisés, beaucoup de minutie, perfectionnistes, de prévenance, prévoient les choses. Encore une fois, on peut avoir une personne qui, en général, est comme ça, mais peut être bordélique dans d'autres domaines de sa vie. Donc, c'est l'extraversion. Donc, une personne énergique, sociable, leader avec de l'assurance. Agréabilité. Donc, c'est un trait qui fait qu'on a de la compassion, de la bienveillance, de l'altruisme. On va vers les autres, les aider. De l'amabilité. Et le neuroticisme. Donc, ça, c'est un trait qui fait qu'on est plus dans les émotions négatives, l'instabilité, l'anxiété, la tristesse. Encore une fois, on peut avoir une personne qui a la joie de vivre, mais dans certaines facettes, le neuroticisme va ressortir, puis elle va être plus dans l'anxiété, etc. Ben, c'est ça, il peut y avoir un mélange de certains traits.
Exactement. Donc, faut pas le voir comme on est un de ces 5 trucs, mais plutôt comme c'est des facettes de notre personnalité qui peuvent ressortir plus ou moins. Ça peut dépendre vraiment des moments de notre vie, là. Et maintenant, il y a un test, je l'ai fait, ce test-là, par curiosité. Surtout, tu me l'as envoyé, je trouve que c'est bien de le faire. Ben là, le test des 16 personnalités. Exactement. Donc, si les gens veulent le faire, écrivez test des 16 personnalités, vous allez le trouver en français. C'est le test MBTI aussi, d'autres façons de le trouver. Et en fait, vous pouvez soit faire le test avec des questions précises, exemple, est-ce que vous préférez passer du temps seul ou être en groupe, etc. Des mises en situation. C'est facile à répondre. Ou bien, vous pouvez déjà avoir une idée aussi, je vais vous donner les grandes lignes parce que quand j'ai essayé de le faire au début, je trouvais que c'était pas si clair. Donc, j'ai fouillé un peu là, en espérant que ça va aider les gens. Donc, on se base sur 4 choses, finalement. On y va avec la première, c'est la source d'énergie. D'où tirez-vous votre source d'énergie? Est-ce que c'est vers le monde extérieur, les gens, l'environnement, les activités? Dans ce cas-là, vous seriez plutôt dans le côté extraverti, la lettre E. Vous allez voir pourquoi les lettres sont importantes. Donc, vous notez E si c'est le cas. Si vous tirez votre énergie de votre monde intérieur, des idées, des concepts, de la réflexion, vous êtes peut-être plus au niveau introverti, donc c'est la lettre I. Ça, c'est la première catégorie. C'est un ou l'autre. Ensuite, perception des choses, recueil d'informations. Si vous êtes plus dans les faits concrets, les détails, vous êtes plus dans la sensation, c'est la lettre S. Si vous êtes plus dans les idées, les concepts abstraits, vous êtes plus dans l'intuition, c'est la lettre N. Pourquoi les lettres fit plus ou moins? C'est parce que c'est tiré de l'anglais. Ensuite, la prise de décision. Si vous décidez des choses après une analyse logique et objective, vous êtes dans la pensée, la lettre T. Si vous êtes davantage, vous prenez des décisions avec vos valeurs personnelles et vos émotions, en tenant compte des émotions des autres également, vous êtes dans les sentiments, c'est la lettre F. Finalement, votre mode d'action. Si, lorsque vous devez agir ou même votre mode de vie, si vous êtes dans la planification, dans la structure, alors vous êtes dans le jugement, vous êtes dans la lettre J. Et si vous êtes plutôt dans la flexibilité, l'ouverture aux nouvelles infos, la spontanéité, vous êtes davantage dans la perception et c'est la lettre P. Donc, à la fin, vous êtes supposé avoir 4 lettres parce qu'à chaque catégorie, il fallait choisir une des 2 lettres. Et ça va donner, je vais vous donner un exemple, moi je l'ai fait, ça me donnait INFJ. Donc, par exemple, I, c'est parce que je suis plutôt dans l'introversion, etc. Donc, après, ces 4 lettres-là que ça vous donne, écrivez les lettres dans Internet et il y a tellement de pages que vous allez voir une description extrêmement détaillée de votre personnalité. Encore une fois, c'est une théorie. De personnalités publiques, célèbres, qui ont le même type de personnalité que vous, des types d'emploi qui est préférable pour vous. Je vais vous donner un exemple parce que c'est ça, je l'ai fait. Moi, ça donne le type de personnalité, l'avocat. Et honnêtement, au début, ça me disait pas grand-chose, ça m'a surprise. Mais en lisant la description, c'est vrai que ça faisait du sens. Donc, on parle d'un tempérament idéaliste. Ça va vous donner un truc comme ça, comme moi, ça me donnait empathique, compatissant, visionnaire, réfléchi, imaginatif et introverti. Et moi, c'est pour parenthèse, ça m'a fait beaucoup rire parce que, bon, je suis une personne introvertie et je le sais. Et au critère introversion-extraversion, moi, j'ai tapé en introverti 99%. Ça fait que ça peut vous donner des fois, quand vous avez un haut score de même, des fois, ça peut vous donner, probablement que vous ne serez pas surpris là, de voir des traits de personnalité dont vous avez déjà conscience. Moi, ça me donnait, par exemple, Martin Luther King, Nelson Mandela, Mère Teresa, tombaient dans ce type de personnalité-là. Après, j'ai été voir par curiosité, c'est quoi les types de personnalités les plus courants dans notre société? Et ça donnait le logisticien. Comme je vous dis, vous allez aller sur le site Internet. Si vous allez sur le site 16 personnalités, après, vous allez avoir toutes les personnalités. C'est des catégories comme les diplomates, les sentinelles. Toi, tu tombes dans les sentinelles?
Moi, ça va donner direction. Là, directeur, tu tombes dans les sentinelles. OK. Moi, avocat, je tombe dans les diplomates. Il y a les explorateurs, il y a les analystes. Donc, il y en a 16 comme ça et chacun a son nom, l'architecte, l'innovateur, etc. C'est super intéressant. Donc, le type de personnalité le plus courant, c'est le logisticien. On parle avec 16 % de la personnalité, de la population qui a ce type. Et on parle de gens qui sont beaucoup dans le pragmatique, dans le concret. Tu leur donnes un travail, ça va être fait, ça va être bien fait. C'est des gens qui ne cherchent pas l'attention, qui sont très concentrés à ce qu'on leur demande de faire. Donc, la majorité de la population, c'est ce type de personnalité-là. Et la personnalité le moins courant, c'est avocat, celui que ça m'a donné 1,5 % de la population. Mais c'est super intéressant parce que moi, je trouve que ça aide à se connaître et ça permet de voir que les traits de personnalité, faut pas le voir comme un défaut, une qualité, parce que dans la société, on va parfois reprocher aux gens, par exemple, on va reprocher à une personne d'avoir un caractère dominant, d'avoir de l'assurance, mais quand on lit des trucs comme ça, on voit que c'est quelque chose qui peut mener un excellent leader au travail. Donc, je trouve ça intéressant parce que ce qu'on se fait reprocher parfois dans notre personnalité, on voit que ça peut être vraiment une force. Tu sais, par exemple, moi, on me reproche parfois d'être trop empathique, Mère Teresa. Mais par exemple, ça peut aider dans des domaines de travail. Par exemple, ça peut mener quelqu'un à devenir psychologue, des métiers en relation d'aide. Donc, comme toi, ça t'a donné directeur et ça t'amène des qualités que tu vas exploiter au travail. C'est super intéressant parce que je trouve que ça amène à avoir une réflexion sur ce qu'on est. Évidemment, c'est une théorie. On en prend, on en laisse. Mais moi, personnellement, ça a vraiment... j'ai senti que ça faisait du sens avec ce que je suis, là. Moi, j'aurais dû faire une capture d'écran juste pour voir toute la description, parce que j'avais fait ça sur le téléphone, là. Quoi que je peux bien aller refaire le test, il va probablement me redonner la... Si je réponds normalement, il devrait me donner la même réponse. Hein. Bien, je peux déjà te donner la grande ligne. Tu es un excellent gestionnaire d'une efficacité inégalée quand il s'agit de gérer les situations ou les gens. Donc, c'est une très belle qualité. Ouais, ben je trouve la description peut-être un peu poussée, là, tu sais, gestion inégalée, tout ça, là. Mais tu sais, je me vois pas directeur général de la télé, mettons. Là. Mais ça amène des fois à réaliser que on est dur envers nous-mêmes. Puis oui, puis moi aussi, des fois, quand j'ai lu la description, là, c'est beaucoup tourné vers le positif. Alors, je lisais ça, je me dis, mon Dieu, non, OK, ça me ressemble, mais j'ai des croûtes à manger. C'est sûr que je suis capable de gérer certaines choses, comme par exemple, je vais aller je vais aller m'occuper de la captation des spectacles au festival en chanson. Ben, l'installation, la direction, tout ça, je vais être capable de le faire. Diriger, mais c'est la direction. Ouais, ça. Ouais. C'est ça, des fois, tu sais, parce que moi, quand j'ai vu la liste des gens, Nelson Mandela, Martin Luther King, Mère Teresa, j'ai dit, mon Dieu, non, je fais pas partie de ce gang-là. Mais quand je lisais les traits, je me disais, oui, c'est vrai que j'ai tendance à être comme ça, mais ouais, j'ai des croûtes à manger, j'ai encore du travail à faire sur moi-même pour m'améliorer. Mais ça fait du bien. Puis, ça m'amène, je vais déjà vous donner envie d'écouter l'émission la semaine prochaine. C'était, disons, la semaine prochaine, ça va être un prolongement. On va parler de l'effet Barnum. L'effet Barnum qui est beaucoup lié aux personnalités. Puis je viens de faire un excellent exemple. Je vais en parler à la prochaine émission. Mais en terminant cette capsule, je vous ai donné un bon exemple de l'effet Barnum. Quand on lit des trucs sur nos personnalités, surtout quand c'est positif, on a tendance à, plus c'est positif, plus on adhère, plus on se dit, ah oui, c'est moi. C'est l'effet Barnum, et on est tous sensibles à certains degrés, et vous allez voir, c'est extrêmement fascinant. Moi, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Ouais, c'est très intéressant, puis ça va être intéressant de voir où est-ce que ça va nous mener cet effet Barnum-là. Effectivement. Puis donc, je répète aux gens, si vous voulez faire le fameux test, c'est quelques questions très simples. Test des 16 personnalités ou test MBTI. Puis là, vous allez avoir une description, là, une page entière. C'est très, très intéressant. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour discuter de tout ça. Avec plaisir.